L'argent occupe une place centrale dans la vie humaine, oscillant entre outil rationnel et objet de fascination. Dès l'Antiquité, Platon et Aristote débattaient déjà de sa nature, simple moyen d'échange ou force corruptrice. Plus tard, Molière dénonçait dans l'Avare l'obsession maladive pour l'accumulation, tandis que Balzac montrait comment l'argent structure les rapports sociaux. Aujourd'hui, notre rapport à l'argent se construit à travers des injonctions contradictoires. Il faut consommer mais aussi épargner, investir mais éviter les risques. Dans ce contexte, nous examinerons 5 piliers de la gestion financière: budget, épargne, dette, investissement et intérêts composés, non pas sous un angle économique, mais en les replaçant dans une perspective culturelle et philosophique. Principe numéro 1. Établir un budget. L'illusion du contrôle. Établir un budget suppose une maîtrise de ses ressources et une organisation rationnelle de ses dépenses. Pourtant, l'histoire et la littérature montrent combien cette illusion de contrôle est fragile. Rastignac, ambitieux mais ruiné, doit apprendre à calculer ses dépenses pour s'intégrer dans la haute société parisienne. Son budget ne reflète pas seulement ses finances, mais aussi ses aspirations et la violence des rapports sociaux. L'économie domestique, pour Aristote, l'oeconomia est l'art de gérer la maison, une pratique noble distincte de la science de la richesse, qui est la recherche illimitée de profit. Un budget bien géré serait donc un équilibre entre raison et besoin, sans tomber dans l'accumulation obsessionnelle. Un budget est-il un simple outil comptable ou un révélateur de nos valeurs et de nos désirs? Principe numéro 2. Prévoir ou renoncer. L'épargne est souvent perçue comme une vertu. Pourtant, elle est aussi source de tension. Faut-il accumuler pour l'avenir ou profiter du présent? Harpagon incarne l'excès de prudence. Il thésaurise sans jamais jouir de sa fortune. Cette caricature souligne une question essentielle. À partir de quel moment l'épargne devient-elle une prison? Dans ses pensées, Pascal évoque le pari religieux. Doit-on sacrifier le présent en vue d'un bénéfice incertain dans l'au-delà? La même logique s'applique à l'épargne. Économiser est un pari sur un futur que l'on ne maîtrise pas. L'épargne est-elle une sagesse ou un frein au bonheur immédiat? Principe numéro 3. S'endetter est une pratique courante, mais historiquement, la dette est chargée de connotations morales et sociales. Victor Hugo fait de Jean Valjean un homme marqué par une dette existentielle envers l'évêque Myriel. Ici, la dette dépasse la simple finance, elle devient une responsabilité éthique. Dans la généalogie de la morale, Nietzsche explique que la dette a d'abord été une dette envers les dieux. L'économie moderne en a hérité une vision culpabilisante. Être endetté, c'est être redevable, presque fautif. L'endettement est-il une simple transaction ou une servitude sociale et morale? Principe numéro 4. L'investissement implique une prise de risque mesurée, mais il soulève aussi des questions éthiques. Où placer son argent? Et dans quel but? Zola dépeint la spéculation effrénée du 19e siècle et montre comment l'investissement peut devenir une forme de folie collective. Dans La richesse des nations, Smith défend l'idée que l'intérêt personnel des investisseurs profite à l'ensemble de la société. Mais cette théorie est-elle encore valable dans une économie mondialisée? L'investissement est-il un acte de confiance ou de spéculation? Principe numéro 5. Les intérêts composés sont souvent présentés comme une force magique permettant de faire croître son patrimoine avec le temps. Mais derrière cette mécanique mathématique se cache une réflexion plus profonde sur notre rapport au temps. Chez Proust, le temps est une matière malléable, il peut être un allié ou un ennemi. L'argent fonctionne de la même manière, s'accumulant lentement mais de façon exponentielle. Heidegger nous rappelle que nous sommes des êtres en devenir. L'épargne et l'investissement tentent d'anticiper l'avenir, mais à quel prix? Sommes-nous maîtres du temps ou en sommes-nous prisonniers? En conclusion, Loin d'être un simple outil, l'argent est un miroir de nos contradictions. Il incarne à la fois la rationalité et l'irrationalité humaine, l'ordre et le chaos, l'accumulation et la dépense. Dans cet exposé, nous avons vu que le budget révèle nos priorités et nos illusions de contrôle. L'épargne oscille entre prudence et renoncement. La dette n'est jamais neutre, elle porte une charge morale. L'investissement repose sur un mélange d'audace et de prudence. Les intérêts composés interrogent notre rapport au temps. Finalement, la véritable question n'est pas seulement comment gérer son argent, mais plutôt comment voulons-nous vivre avec l'argent. Dans une société qui valorise la croissance et l'accumulation, peut-on imaginer une autre façon d'envisager l'argent, plus humaine et plus éthique?